Salam alaikum à toi, la maman courage, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast numéro 2 où je vais aujourd'hui aborder un sujet très sensible qui suscite encore de nos jours beaucoup d'incompréhension dû au fait qu'il reste un sujet encore tabou en 2019. Certaines femmes et mamans s'enferment de nos jours dans des relations toxiques pendant plusieurs années. Manipulation, culpabilité, emprise sont leur quotidien. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Comment le reconnaître? Comment s'en sortir? Comment s'en libérer? Cette interview d'une victime que j'ai rencontrée pour vous offre un témoignage sans filtre, puisqu'elle nous transporte dans l'intimité qu'elle a partagée avec son ex-mari pendant plusieurs années. J'espère que cette interview réconfortera toutes celles qui se retrouvent à travers son récit et qu'elles réalisent qu'elles ne sont pas les seules et qu'on peut, avec de la volonté, sortir de tout ça. Salam alaikum Mariam. Alaykoum salam. Merci en tout cas de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Tu sais pourquoi je suis là, Oui. parce que tu m'as raconté lors de nos rencontres que tu étais tombée sur un pervers narcissique. Et c'est vrai qu'en discutant avec toi, j'ai été abasourdie par tout ce que tu m'as dit. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je parle de ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont touchées par ce phénomène-là. Est-ce que tu peux me dire de quoi aujourd'hui on va parler? Alors, on va parler donc du pervers narcissique, de tout ce que j'ai vécu, sachant que mon ex-mari m'a battue pendant presque 6 ans. Donc, déjà, je m'appelle Myriam, j'ai 33 ans et j'ai 2 enfants. J'ai un fils de 11 ans et une fille de 8 ans. Bon, maintenant tu t'es présentée, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as rencontré ton ex-mari, dans quel lieu ou dans quelles circonstances, pour qu'on puisse un peu établir un schéma du début de votre relation. Alors, je l'ai rencontré, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Je travaillais à Carrefour Porté dans un salon de coiffure. Et en fait, il est passé devant mon salon, il m'a vu, apparemment. Il a dû attendre que je parte en pause, ou je sais pas, il m'a suivi en fait. Et au début, moi j'ai eu peur, je dis qu'est-ce que c'est ce pervers qui me suit? Et je suis partie commander des pizzas pour toute l'équipe. Et je vois, il était derrière moi, je dis mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Et en fait, on était une équipe de 13 personnes, donc j'avais au moins 5 ou 6 pizzas, tu vois. Et il me fait, ah, ben dis donc, tu as beaucoup mangé, un truc comme ça, tu vois. Et c'est de là que ça a commencé. D'accord. Mais bon, moi à l'époque, 17 ans, Ouais, c'est encore jeune. voilà, tu vois. Donc, en plus, il avait quel âge? On a 10 ans d'écart quasiment. Ouais, 27 ans. Ouais. Et du coup, ben, on s'est rencontrés comme ça. Et après, je l'ai pas revu. Je l'ai pas revu, je l'ai pas revu. Et subhanallah, j'ai rencontré une fille. Et j'ai dû le revoir 2 ans après. C'était son pote. On est parti boire un café à Capitole. Il Ouais. était. Elle m'a dit, tu présentes un pote à moi, tu verras, il est trop gentil et tout, machin, nanana. On est Tu parti. l'avais rencontré 2 ans auparavant. Ouais, on est parti à Capitole boire ce fameux café. Et lui, il m'a reconnu, moi, je l'ai pas reconnu. Et à partir de là, ben, il m'a pas lâché. Et l'enfer a commencé. Est-ce que tu peux me raconter ou définir le début de ta relation avec ce monsieur? En quelques mots, comment se passait votre relation? Au début, Oui. c'était parfait. C'est-à-dire? Ben, du coup, à l'époque où je l'ai rencontré, je devais avoir... Attends, que je me trompe pas. Je devais avoir 19 ans. Enfin, oui, c'est ça, 17, 18, ouais, c'est ça, 2 ans après. Donc, je devais avoir 19 ans. Donc, lui, ben, forcément, 10 ans de plus, déjà, c'est l'homme. L'homme, chef d'entreprise, très sécurisant, très sûr de lui. Donc, je tombe sous le charme, quoi. Ça changeait des hommes de mon âge, on va dire. Donc, c'était parfait. Honnêtement, les premiers mois, c'était parfait. Donc tout à l'heure, tu m'as dit que après ta deuxième rencontre, on va dire, avec lui, tu avais 19 ans, 6 mois après, tu t'es mariée. C'est ça. Comment s'est passé ton mariage? Les débuts de ton mariage? Alors, ma mère l'avait pas senti. Oui, bah, t'en dis quoi? Quand elle l'a rencontré, elle a dit j'aime pas son regard. Et moi, bah, à l'époque, j'étais la rebelle de service, la révoltée, laissez-moi tranquille. Mais en fait, je me suis mariée sans ma famille, on va dire. Donc, du coup, ben, c'était un petit halal
qu'avec sa famille, il y avait juste mon père. Voilà, un truc Entre famille, entre convivial. famille. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, tu m'as dit que quelque temps après ton mariage, tu es tombée enceinte. Comment s'est passée l'annonce de cette grossesse? Comment l'as-tu ressenti et comment lui l'a ressenti? On était tous les deux très contents. Enfin, il était désiré, mon fils. Hein. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait. Donc, très content de cette grossesse-là, en fait. Quand est-ce que les premières violences ont commencé au sein de ton couple? J'étais enceinte, du coup, à peu près à 6 mois de grossesse. Un peu moins, par là, ouais. À peu près à cette période-là, c'est la première fois qu'il m'a étranglée. J'étais enceinte de à peu près 6 mois. Il t'a étranglé. Ouais. Tu étais enceinte de 6 Ouais. mois. Qu'est-ce qui l'a amené à t'étrangler? En fait, j'ai une grossesse très difficile et on nous avait dit que mon fils allait être trisomique. Et on était vraiment dans une attente, elle était longue parce que vraiment c'était presque du 100% en fait. Donc il a mis ça sur le coup du stress. Donc, La peur d'avoir un enfant trisomique. voilà, de devoir avorter. Enfin, moi je voulais pas de toute façon. Je me disais c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, il a mis ça sur le coup du stress en fait. Mais c'est là que vraiment sa pathologie elle s'est révélée en fait, vraiment réellement. J'ai vraiment vu qu'il était violent. Là, tu as senti que les choses allaient dégénérer. Je sais que là, on va commencer à aborder un sujet qui est assez délicat, autant pour toi que pour moi. Mais pour montrer aux mamans qui sont derrière l'écran, leur montrer que les choses peuvent vite déraper. Et on doit forcément aborder ce sujet. Donc, tu es prête? Oui. Dis-moi, le premier coup fatal, quand est-ce qu'il a commencé à te frapper? Le premier coup fatal. Ouais. Alhamdoulilah, j'étais plus enceinte, j'avais accouché. Alhamdoulilah. Alors attends que je me souvienne, le premier coup fatal. Ah ouais, j'avais reçu une chaise et un tagine dans la tête. Une quoi? Une chaise et un tagine. Une chaise et un tagine? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, toutes les fois où il m'a tapé, qu'on n'était pas en accord par rapport à mes enfants, parce que c'est un psychopathe, il a, je sais pas, il a un problème avec les enfants, je sais pas. En fait, c'est un papa qui a peur de tout. C'était du style, j'ai pu sortir quand mon fils a eu 6 mois. Je n'avais pas le droit de sortir dehors. Parce que, je sais pas, j'allais prendre un dodan, casser la nuque de mon fils. Voilà, que des trucs. Donc en fait, j'ai vécu une grossesse pourrie, Stressante, ouais. stressante. J'ai pas eu, je sais pas ce que c'est, j'ai eu deux enfants, mais je sais pas ce que c'est d'avoir un mari qui te soutient, qui fait des échographies avec toi, qui cherche un prénom avec toi, qui fait des... voilà, la joie de la maternité en fait. Ouais. Donc je sors de ça, je me dis bon ça y est, enfin mon fils il est né, parce que mon fils a failli mourir après la naissance, donc ça a été aussi très compliqué. Donc je sors de tout ça en fait et je me suis dit bon mais c'est bon, alhamdoulilah ça y est, c'est du passé, il n'y a plus de stress. On va pouvoir commencer une nouvelle vie avec et un en fait, enfant. non, pendant 6 mois j'étais condamnée chez moi, surveillée H24 par rapport à mes faits et gestes, comment je m'occupais de mon fils. Du coup, dans le contrôle tout le temps. Tellement que la première fois qu'on est sortis, tous les trois, on est partis au champ. Non mais le truc, on est partis au rayon lessive. Et non, t'as les odeurs, peut-être aussi. Je passe avec mon fils en poussette. Il m'a foutu la honte devant tout le monde. Mais espèce de folle! Passe pas dans le rayon lessive, il va s'intoxiquer avec l'odeur. Mais quelle mère indigne tu fais? Mais tu vois, mais en mode... Devant tout le monde. Mais limite, je croyais me frapper devant les gens. Et là, tu te retrouves, t'as 20 ans, c'est ton premier bébé, t'es choquée, tu pleures devant les gens, t'as la caisse, tu chiales. Enfin, et tu te dis, mais moi, je vais rentrer chez moi, qu'est-ce qui m'attend? Ah, déjà là, tu sentais que... Mais oui.
Comme ça, une odeur de lessive, ça provoquait Mais des trucs. une humiliation devant tout le monde. Et ça pouvait causer des coups, en fait. D'accord. Donc le premier coup, alors il me semble, enfin, ça fait longtemps maintenant, le premier coup il me semble que c'était parce que mon fils pleurait. Et quand monsieur dort, faut pas que mon enfant pleure. D'accord. Donc va contrôler un bébé tôt. Et il vient me voir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Je dis rien, il fait un caprice, comme tous les gamins. Non, non, il a quelque chose, toujours en panique. À croire qu'un bébé ne pleure pas sans raison en fait. Et comme c'était l'été, donc il faisait chaud, transpiration, t'as toujours la trace de la couche. Normal. Ou de du pli là, tu sais, du pantalon. Donc il lui enlève le short et il y avait la trace du short sur son ventre. Mais c'est rien, il fait chaud. Oui, c'est normal, je vais dire. Mais j'en ai marre de toi, tu sais même pas habiller ton propre fils, il avait mal au ventre, regarde la couche, tu l'as trop serré. Va m'en chercher un autre. Et en fait, le short faisait partie d'un lot de 4 que j'avais acheté. D'accord. Donc je lui ramène le même, Le mais en même. vert. Ouais. Et il fait, mais voilà, c'est pas compliqué. Et là, je me fous de sa gueule, tu vois, clairement. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'es bête, c'est le même, sauf qu'il est vert en fait. T'as osé lui dire ça? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Et là, je me suis retrouvée par terre. Là, c'est le premier coup. Ouais, vraiment. Enfin, le vrai, ouais. Parce que pendant la grossesse, c'était que des étranglements, des coups de pression. Ce qui est étonnant, c'est que tu dis que des étranglements. C'est quand même quelque chose, c'est de la violence. C'est que par rapport à ce qui m'a Ce fait ouais, après. ce que je me suis dit. Mais qu'est-ce qui Donc, s'est passé quand il t'a mis par terre? Et bien là, t'es choquée en fait. La première chose que tu fais, c'est t'appelles les flics. Tu as appelé les flics? T'appelles les flics en fait. Et du coup, il se passe rien après. Concrètement, il n'y a rien. Quoi, les flics sont venus chez toi? Les flics sont venus chez moi. Et après, ils repartent. Ouais, généralement, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de mamans. On appelle les flics et ils repartent aussitôt en se disant que c'est juste une petite embrouille de couple. Voilà, c'est ça. Sans rentrer dans le détail de tous les coups que tu as pu avoir, parce que j'imagine que tu en as eu beaucoup. Est-ce que tu peux, comme ça, juste pour dire aux mamans qui nous écoutent, quel est le degré en fait? Parce que là, on est passé de l'étranglement à te retrouver par terre. Jusqu'où peut aller leur violence? En tout, enfin, avec le mien, ça allait au coup de poing, je te pousse contre les meubles, je te mets par terre, je me mets sur toi, je t'étrangle ou je te mets des baffes. Une violence inouïe. Comme si un homme face à un homme. Je te pousse dans les poubelles. Après, le plus, c'était la violence verbale. À t'humilier. Ouais. Ouais, souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'apparemment, ils t'humilient. Ils sont là à t'écraser psychologiquement en te disant que t'es qu'une moins que rien, que tu vaux rien, que tu... Ouais, et honnêtement, j'ai toujours dit, je préfère les coups aux insultes. Ouais. Les coups, tu craches du fond de teint, tu sors pas de chez toi, des lunettes de soleil, et ça passe. Mais les paroles, elles restent. Mais les paroles, elles restent. Et elles ont un impact en plus, elles te détruisent. Elles détruisent vraiment une personne. C'est impressionnant. Tout à l'heure, tu m'as confié que 3 ans après, tu es retombée enceinte. Oui. Est-ce que ça s'est passé de la même façon que la première grossesse ou pas? Ma fille, ça a été un accident. Et le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, déjà j'ai failli faire un mini déni de grossesse. Parce que je ne voulais plus d'enfant de lui. C'était hors de question. Si je dois avoir un autre enfant, ça ne serait pas de lui. Donc voilà. Et du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte de ma fille, ça a été catastrophique. Pour quelle raison? Parce que je pensais que si j'avais un autre enfant de lui, je ne pourrais jamais le quitter. Je pensais pas que j'allais assumer, que je pourrais assumer 2 enfants toute seule. Donc ça a été vraiment... Ah non, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré et j'ai tout fait pour perdre ma fille. J'ai pris de l'aspirine pure parce que je savais que ça faisait perdre, ça te faisait tomber l'embryon. Je mettais des coups de poing dans mon ventre.
j'ai tout fait pour perdre ma fille en fait. Pour pas revivre ce que tu as vécu. Ouais. Ouais. J'imagine qu'il faut être vraiment psychologiquement ouais, vraiment, très touché pour en arriver à et ce je suis partie pour avorter. Et alhamdoulilah, je suis tombée sur enfin, alhamdoulilah, ça dépend des situations. Mais je suis tombée sur un médecin donc, qui... En fait, j'y suis allée avec mon fils, j'avais pas le choix parce que je le cachais à mon ex-mari que j'étais enceinte. Ah, donc tu lui as pas avoué que tu étais enceinte? Pas de suite. D'accord. Et en fait, je suis partie pour avorter. En tout cas, pour prendre rendez-vous pour avorter. Et du coup, le médecin voit mon fils, me dit mais je comprends pas, vous êtes déjà maman. Je dis écoutez, je dis mon mari, non, il me dit mais c'est quoi le problème? Je veux pas d'autre enfant. Il me dit non mais c'est quoi le vrai problème? À croire que c'était marqué sur mon front que je t'ai battue, je sais pas. Et je lui dis écoutez, je vais être honnête, je dis mon mari me bat, si j'ai un autre enfant, je suis condamnée. Il m'a dit ok, bon ben on va regarder de combien de mois vous êtes enceinte. Et en fait, ce qu'il a fait, chose qu'il n'a pas le droit de faire normalement quand c'est pour un avortement, il n'a pas coupé le son. Donc quand j'ai entendu le cœur battre de ma fille, là je me suis dit c'est pas possible. Comme quoi je me suis dit je peux pas, c'est mort, t'as une vie à l'intérieur. Et à ce moment-là, il me dit bah, écoutez, c'est pas moi qui vais faire le travail, la nature va le faire tout ça parce que vous avez un kyste qui est collé à l'embryon, donc quand le kyste va tomber, le bébé va tomber avec. Je voulais juste vous dire une chose, c'est que vous ne voyez pas cette personne-là, moi je la vois, et je peux vous dire que des années après, on sent encore l'émotion. Je suis autant émue et je pense que tout ce qu'on vit dans notre vie, de toute façon, restera gravé dans notre mémoire. Mais alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, Allah a voulu que cet enfant soit toujours là, et je peux vous assurer que c'était une fille, masha'Allah. En tout cas, voilà, je voulais juste vous partager cette authenticité de cette interview en vous disant que des années après, même après s'être reconstruite, il reste toujours des séquelles et elle en est autant émue. Donc, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, ta fille est née. Qu'est-ce qui se passe après? 2 heures après l'accouchement, on parle de divorce. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, sachant que quand j'ai accouché, on était en embrouille. On se parlait plus. Donc, du coup, tellement peur de revivre la même chose qu'avec mon fils, je l'ai prévenu direct en fait. Je lui ai dit écoute, hors de question que tu me condamnes, hors de question que tu me traites de mère indigne, hors de question qu'en fait, voilà, tu continues, on a une fille, c'est soit, malgré tout ce qu'il m'a fait, tu lui pardonnes. C'est comme ça, tu vois, je ne me voyais pas encore à ce moment-là assez forte pour le quitter, donc je m'étais dit, soit vraiment, ça y est, on a une fille, il change et on est une famille. Ou alors, je pars. Donc, ouais, qui vit ça, franchement? 2 heures après avoir accouché, tu parles de divorce, honnêtement. On voit que tu étais en permanence dans le stress et dans le... Donc, voilà comment ça s'est passé. Alors, au début, ça allait bien. Donc, vous êtes repartis ensemble? On est repartis ensemble. D'accord. Il y a eu quelques petites péripéties pendant mon séjour à l'hôpital, mais on est repartis ensemble. Au début, ça allait, et après, c'est vite reparti. Chasse naturelle et revient au galop. Ouais. Donc, il a commencé à te refrapper, à t'humilier, à te rabaisser. Oui. La venue d'un deuxième enfant l'a pas fait changer. Tu me racontais à l'instant, en fait, que maman, avec 2 enfants, tu continuais quand même à lui rendre des comptes sur toutes tes allées et venues. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait pas qu'à 19h, tu restes dehors, sinon tu étais une mère indigne. Et qu'à chaque fois, il te rabaissait en te disant que tu ne valais rien, que tu étais une maman indigne, que... Enfin, maintes et maintes violences verbales, ce qui t'a poussé finalement à penser que tu étais vraiment, pour pas dire le gros mot, que tu étais vraiment une moins que rien et que tu ne valais rien, et tu as fini par le penser. Et je voudrais juste rajouter quelque chose parce que c'est assez émouvant pour elle de le dire, mais elle me racontait en fait qu'elle en était arrivée à un point où elle lui baisait les pieds en fait. Et je peux vous assurer que subhanallah, c'est incroyable de penser qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes qui ont une telle emprise sur des femmes au point où elles arrivent à ne plus avoir de fierté ni de dignité. Tout ça parce que psychologiquement, elles sont détruites et que eux justement en profitent pour déverser leur perversité. Voilà, Maryam de quoi a été
victime. Et je peux vous assurer que l'impact des mots ne laisse personne insensible. Tout à l'heure, en discutant, tu m'as dit qu'il s'est passé un jour où tu as eu un déclic et là que tu as senti que ça allait jamais plus rester comme avant, que là, il allait se passer quelque chose. Est-ce que tu peux nous raconter en un mot? Parce que faut savoir qu'en aparté, elle m'a raconté un épisode de sa vie qui, pour pas heurter la sensibilité de certaines personnes, je préfère même pas le dire. Mais tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ces hommes-là, ces pervers narcissiques, peuvent détruire une personne, non pas avec des coups, c'est en fait les rabaisser au fait qu'elle... Comment vous dire? Les rabaisser d'une telle force et se servir justement de ce qu'ils leur reprochent pour assouvir leurs propres désirs. Et ça, franchement, c'est quelque chose de... On voit tout de suite que cette personne-là a un réel problème. Parce que franchement, pour en arriver à ce point-là, c'est vraiment quelque chose d'inhumain. Moi, je dirais même que c'est inhumain. Mais pour préserver en fait la sensibilité de certaines personnes, et en l'occurrence même la mienne, de l'avoir entendu, ça risque pas de sortir de ma tête de sitôt. Je préfère passer ce détail-là. Et en tout cas, pour vous dire aussi que Myriam est très courageuse de raconter ça. C'est comme une sorte de thérapie, et pour elle, et un message d'encouragement pour vous, pour toutes celles qui vivent la même chose. Mais en tout cas, restez encore là parce que le meilleur reste à venir. Donc, on a parlé du déclic que tu as eu. Est-ce que tu peux nous parler de ce déclic-là? Qu'est-ce qui a fait que là, tu t'es dit, c'est terminé, je changerai? Mais comme je t'ai dit, en fait, il a tellement dépassé la limite sur... Ah oui, excusez-moi, je voulais juste vous dire que la violence de ces coups se passait même devant ses enfants. Ah oui, nous avons envoyé de toute façon. En fait, il a tellement... En fait, c'est même pas le coup, là. C'est juste, quand je dis, la scène. C'est moi dans les poubelles, mon fils qui me regarde et ce qu'il a pu me dire, en fait. Il a touché... Malheureusement, il y a des seuils de tolérance, même pour ça. Et là, il avait dépassé le seuil de tolérance. Et à ce moment-là, il m'avait tellement blessée. Comme je dis, j'ai fait un arrêt sur image. Je me voyais moi dans les poubelles, avec les couches de mon fils dégueulasses, mon fils qui me regardait. Enfin, c'était tellement humiliant en fait. Et lui avec son regard plein de haine. Je dis, sa mâchoire elle craquait quand il avait les nerfs. Ses veines elles ressortaient. Et là, je me suis dit, mais ça y est, je peux plus. Je pourrais plus rester avec lui. Je peux même plus lui apporter ne serait-ce qu'un peu de tendresse en fait. Plus rien. Là, c'était fini. En tout cas, ça a été le début. Et combien de temps il s'est mis avant que vraiment les choses commencent réellement à changer, quoi, que tu puisses... Ah, c'était avant les fêtes. Donc c'était vers le mois de novembre. Je l'ai quitté le... Je l'ai quitté le 13 mai. D'accord. Comment il a pris les choses? Mais en fait, ce jour-là, bizarrement, il a dû sentir que là, je partais définitivement. Parce qu'il n'a pas du tout réagi comme d'habitude. Il a senti qu'il est parti très très loin. Ouais. Ce jour-là, ouais. Quand j'ai pris mes bagages, que je suis partie, ouais. T'es partie avec tes enfants? Oui. Il a essayé de te récupérer par la suite? Ah oui. Oui, oui. Ouais, l'emprise, elle continue malgré tout. Oui, oui. Donc en fait, tu me dis que depuis que tu as eu ce déclic où tu t'es dit que les choses ne seront plus comme avant, tu as mis 6 mois pour partir. C'est ça. C'est très important que tu nous dises exactement ce qui s'est passé pour que tu oses prendre tes bagages et tes enfants et quitter le seuil de la porte. Raconte-moi s'il te plaît. Donc à partir de ce soir-là, tout a changé, même moi j'ai changé. Même de la fois où tu as eu le premier déclic. Même lui, il ne me reconnaissait pas, pensait que je le trompais et tout ça. En plus, pendant ces 6 mois-là, j'ai fait une rencontre, j'ai retrouvé un ami d'enfance. Honnêtement, il n'aurait pas été là, je pense que je serais retournée. D'accord. Et voilà, le déclic, chose qui... J'imagine que tu lui as raconté à ton ami ce qui se passait chez toi et quelle a été sa réaction et qu'est-ce qu'il a pu dire pour que toi tu... Mais déjà, sa première réaction quand il m'a vue, c'est qu'est-ce qui t'arrive? Il a remarqué quelque chose n'allait pas. Il faut savoir que j'ai rencontré mon ex-mari, je faisais 60 kilos. Quand j'ai revu mon ami, j'en faisais 46. Ah.
On voit que la violence, elle a touché ton corps. Voilà. Donc du coup, il était choqué. Bon, bref, il a été d'un grand soutien. Et puis le fait d'avoir de la part des personnes de l'extérieur des compliments. Mais t'es belle, Myriam. Mais qu'est-ce que t'es forte normalement. T'as la joie de vivre. Ça fait du bien en fait. D'avoir autre chose que des mères indignes. Sans moi, les gosses seraient déjà morts. Enfin, voilà. Donc, le fameux jour où je l'ai quitté, il y a eu une énième dispute. Sauf que les 2 dernières années, je me défendais, je me laissais plus faire. C'est-à-dire, il tapait, je tapais. C'était donnant-donnant. Bon, c'était pas les mêmes coups qu'un homme, mais. Tu te laissais plus faire. Je me laissais plus faire, je restais plus par terre en tout cas. Donc, encore un truc idiot. Il me tape. Et en plus, ces derniers mois, j'avais pris de la gueule. Vraiment, mon côté rebelle recommençait à sortir. Donc, il pétait les plombs. Et donc, il a commencé à me taper. Et je supportais plus qu'il me touche, ne serait-ce que du bout du doigt. Il est arrivé, un poing ne me touche plus. Donc, en fait, ce que j'ai fait, je l'ai griffé de l'œil jusqu'au menton, mais à 100. Je suis partie dans la chambre de ma fille parce qu'elle hurlait. Il m'a poussée. Et honnêtement, je ne me serais pas rattrapée avec les barreaux du lit de ma fille. Ma tête a tapé contre le radiateur et je n'étais plus là, c'était sûr. Donc, alhamdoulilah, j'ai pu me rattraper à 2 secondes près. Et sauf qu'il est rentré dans la chambre de ma fille et puis moi j'ai complètement pété un câble, j'ai perdu le contrôle, une hystérique. Il m'a plaqué au sol, il me mettait des baffes. Et là le truc, c'est que mon fils est arrivé, donc à l'époque il avait 5 ans. Et forcément c'était papa le plus fort, maman la plus faible. Et dans sa petite tête c'était maman a fait du mal à papa parce que papa saigne. Il n'a pas vu papa fait du mal à maman. En fait, c'était, voilà, il a vu le sang et c'est du coup, maman a fait saigner papa. Mais du coup, imagine la scène, ton mari qui te tape et ton fils qui te tape avec. Ouais, et tu m'as déjà raconté. Donc du coup, là, mon cœur, j'ai un plus de cœur là. Et là, en fait, c'est tout au ralenti, comme dans les films. J'avais mon fils qui me tapait, mon mari qui me tapait, je ne sentais plus rien de toute façon. Ma fille qui hurlait à la mort. Et ça y est, t'as le déclic. Et là, tu te dis, il faut que tu partes. Mais je suis partie. Le jour même, là, ah, oui. Après ça. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Donc au début, c'était, t'es qu'une grosse pute. Tu vas, sans moi, t'es rien, nanana. J'ai dit, oui, t'as raison. Et t'as pris tes enfants, tu es partie. J'ai dit, oui, t'as raison, je suis rien sans toi. Oui, je suis une grosse pute, si tu veux. Allez, oui, t'as raison. Allez. Et je me foutais de sa gueule. Chose que je n'avais jamais fait avant. Je rigolais. Il m'insultait, je rigolais. Là, ça y est, t'étais plus victime. Ouais, non. Je rigolais, mais il était choqué. Et en fait, quand il a vu qu'au final, ça ne me touchait pas. Enfin, limite, je me moquais de lui. Non, pars pas. J'ai tout mis dans un sac poubelle. Pas de valise. J'ai tout mis. Allez, salam, je suis partie. Et t'es partie. Donc là, tu pars. Tu me dis que t'avais eu des côtes cassées, des bleus partout, que t'as pas osé rentrer chez tes parents. Non. Et donc, du coup, tu as été hébergée chez ton ami. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et donc, là, tu me racontes que au début, il a tout fait pour te récupérer avec des mots gentils, tout ça. Et après, quand il a vraiment vu que tu étais déterminée, là, il a commencé à être dur verbalement. C'est ça D'accord. Ouais, normal. Donc, tu as été hébergée. Ensuite, tu trouves un appartement. Tu vois une psy parce qu'on ne sort pas indemne de tout ça. Voilà. Et là, tu m'as dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que tu me dis que tu sens que tu es remplie de colère. Oui. Ma question est, qu'est-ce que tu fais pour sortir cette colère ? En fait, Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de dire aussi que en parallèle d'avoir pris son appartement, elle a quand même eu le courage et la volonté de monter son entreprise de coiffure, qui aujourd'hui marche très très bien. Donc là, tu me dis que
Ben, en fait, il fallait que je trouve quelque chose qui m'aide à extérioriser tout ce que j'avais, puisque je m'en prenais aux gens tellement j'étais en colère. La moindre petite réflexion, je m'énervais, en fait. J'étais vraiment insupportable. Donc, j'avais vu souvent dans les reportages à la télé que le sport de combat pouvait faire sortir plein de choses. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas faire de la boxe. Donc, j'avais cherché au début un club où il n'y avait que des femmes. Donc, je tombais sur un club de femmes voilées. Donc, je ne le suis pas, mais je me suis dit, bon, vas-y, pourquoi pas, moi, il n'y aura pas d'hommes. Et en fait, le premier coup de poing, ça a tellement été révélateur. Ça m'a tellement fait du bien. Toi qui as mis le coup de poing à ton entraîneur? Non, le premier coup de poing dans un sac. Ah ouais, là t'as rendu les coups là. Ouais. Et en plus, je suis tombée sur une femme, je lui ai un peu expliqué vite fait les grandes lignes. Et quand elle m'a dit, bon, alors vas-y, qu'est-ce qui t'a fait? Tu te souviens qu'elle était insultée? Mon premier coup de poing, et là je me suis juré, je vais, un jour ou l'autre, je vais tellement être assez forte que je vais voir mon ex-mari et je vais lui mettre 2 grosses patates. Juste histoire de lui dire... Je suis plus celle que t'as laissée. Cherche-moi encore et tu verras. Quel courage! Quelle personne es-tu devenue aujourd'hui avec tout ce qui t'est arrivé? Et croyez-moi, vous ne connaissez que le quart de ce qui lui est vraiment arrivé. Et je peux vous dire qu'elle revient de loin. Alors Myriam, dis-nous, aujourd'hui, comment se déroule ta vie? Comment te sens-tu? Je peux pas dire que je suis reconstruite à 100%. C'est faux. Ça fait presque 6 ans que je suis plus avec lui, mais ça fait que 2 ans que je vais mieux. Parce que les 4 dernières années... la vengeance m'a détruit en fait. J'avais soif de vengeance, c'était impressionnant. Et la vengeance m'a vraiment bouffée en fait. Au lieu de me reconstruire vraiment à fond pendant ces 4 dernières années, non, c'était vengeance, vengeance, vengeance. Il avait une voiture, j'avais la haine. Et juste il rigolait, j'avais la haine, je voulais qu'il souffre. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que, étant donné qu'ils ont eu des enfants en commun, donc elle est amenée à le voir régulièrement, voilà. Donc, on peut dire que ça fait vraiment que 2 ans que ça va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes vraiment... Encore un événement dans ma vie qui m'a touchée, qui m'a fait réaliser qu'en fait, ma vie, c'est pas le passé. Ma vie, c'est maintenant. Et en fait, le fait qu'il m'arrive ça, il y a 2 ans, je me suis dit, non, oh là là, concentre-toi sur ce qui t'arrive maintenant, regarde, il y a ça comme problème. Le passé, c'est le passé, et ça m'a tellement paru petit, lui, tellement ridicule, je me suis dit, mais attends, je me suis fait pendant 4 ans de ma vie pour lui, c'est bon. Laisse... T'as pu passer à autre chose. Laisse passer, c'est pas que j'ai pardonné, mais en tout cas, voilà, ce qui est fait est fait. Donc maintenant, avance. Après, quand on sait tous que de toute façon, quoi qu'on vit dans notre vie, ça a toujours un impact dans notre vie d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr que... Voilà. Les séquelles, elles y sont, ouais. Elles y resteront de toute façon. Maintenant, il faut juste vivre avec. Et ne pas laisser la haine, justement, nous bouffer, nous empêcher de voir les choses, le bonheur qui nous attend. Je pense que c'est normal, l'envie de vengeance, peut-être... je pense qu'elle est normale. Non, c'est humain, je pense. Mais faut pas la laisser nous bouffer, en fait. Moi, elle m'a littéralement bouffée, cette vengeance. Je suis passée à côté de plein de choses par rapport à ça. Bon, ça a été comme ça, c'est tout. Hein. C'était un cheminement, je pense qu'il fallait que tu le suives et tout. Maintenant, ça va mieux. Beaucoup mieux. Tu as l'air, en tout cas. Oui. Ça se voit. Ça va beaucoup mieux. Après, voilà, comme je dis, les séquelles, elles sont là, les cicatrices, elles sont là. Ça fait partie de ton histoire, finalement. Il y aura tout le temps des petites choses, je pense, qui me rappelleront à ça. Faut juste, ça prendra le temps jusqu'au jour où ça ne me touchera plus du tout. En tout cas, Myriam, je suis très contente et je pense que toutes ces mamans qui t'écoutent seront contentes que toi, tu t'en es sortie avec tous les dénouements que tu as vécu. Mais alhamdoulilah, ça fait partie de ta vie et alhamdoulilah, tu acceptes très bien ton destin. Et machallah, je vois qu'au jour d'aujourd'hui, tu t'accomplis en tant que femme et tu fais tout pour mettre tout ça derrière. Et je me fais pas de soucis pour toi. Vinila, tu vas y arriver, c'est sûr. Maintenant, j'aimerais qu'on s'adresse à toutes ces mamans. Qu'est-ce que tu peux adresser comme message?
étant donné que tu as été victime, donc tu sais très bien de quoi on parle, qu'est-ce que tu peux adresser comme message à ces mamans qui sont sous l'emprise de ces pervers narcissiques, qui sont toi, en fait, des années auparavant? Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, on aura beau leur dire par A plus B que ce qu'elles vivent, c'est pas normal, que, qu'il faut qu'elles partent, tant qu'elles n'auront pas elles-mêmes le déclic, elles partiront pas, de toute façon. Après, il ne faut pas avoir peur de partir. Tout ce qu'ils disent, t'es rien sans moi, nanana. C'est juste des pressions psychologiques pour pouvoir... Le pervers narcissique, il faut savoir qu'en fait, c'est parce qu'il a lui-même pas confiance en lui, en fait. Oui, d'ailleurs, je voudrais qu'on revienne sur ça. En fait, est-ce que tu peux définir en quelques mots le pervers narcissique? Parce qu'on parle de ces personnes toxiques qui empoisonnent la vie des autres, qui faut prendre ça pour un compliment. Ah oui? Pourquoi? Le pervers narcissique, s'il vient vers vous, c'est parce qu'il vous trouve mieux que lui. Ouais, et ça, c'est surprenant quand même. Donc, en fait, il se valorise par rapport à vous. Donc, si on prend les choses d'un autre angle... Voilà, c'est ça. En fait, il faut se dire que votre mari, si c'est un pervers narcissique, s'il est comme ça avec vous, c'est parce qu'en fait, il vous trouve 10 fois mieux que lui. Ouais, exactement. En fait, et en fait, pour du coup se sentir au-dessus de vous, il est obligé de vous rabaisser pour se sentir au-dessus de vous. Parce qu'en fait, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui. En fait, c'est quelqu'un, à pas le victimiser, mais qui souffre en fait tout le temps au quotidien. Une dernière chose avant de finir son interview, je te laisse parler, Mariam, pour clôturer. Après, je sais que c'est difficile pour elle. J'en ai croisé plein des femmes battues et je suis la première révoltée, je suis la première à les motiver. Ça leur paraît impossible de partir, mais c'est possible. Honnêtement, il faut juste avoir le courage et si vous avez des enfants, mais pensez à vos enfants en fait. Si c'est pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Si c'est pas pour pour vous-même en fait, partez par rapport à vos enfants. Parce que dans tous les cas, même eux auront des conséquences derrière. Donc voilà, et après, là, ça sera tellement mieux. Moi, je sais que voilà, je suis partie, ça a été dur. C'est vrai, c'est dur au début, surtout si vous lâchez pas derrière. Mais j'ai vu une psy pendant 3 ans. Ça fait 4 ans que je fais de la boxe thaï. Maintenant, ça fait 2 ans que je fais du Krav Maga. C'est quoi le Krav Maga? C'est du self-défense. Ah, d'accord. Donc, maintenant, il n'y a pas un homme qui me touche. Reprendre confiance en soi, ça permet de reprendre confiance en soi. Faut pas rester comme ça à rien faire en pensant que ça va se soigner. Juste le fait de rentrer chez soi et de ne pas stresser parce que qu'est-ce qu'on va faire à manger et que ça ne va pas lui plaire, c'est juste... c'est merveilleux. C'est juste merveilleux. C'est des petits détails, mais honnêtement, c'est possible de partir. Il faut juste être bien entouré, préparer son coup, il faut le dire. Faut pas partir, faut préparer son coup et faut jamais revenir. Ouais. Tu claques la porte et c'est fini. Mais au moins, si vous avez des enfants, faites-le pour vos enfants. Parce que ils ont rien demandé. Des séquelles, ils en auront derrière, tout comme on a des séquelles. Mais eux, les pauvres, c'est des éponges. Donc, honnêtement, c'est faisable. Je l'ai fait. Il y en a plein qui le font. Et avant que ce soit vraiment très grave et que, je sais pas, que vous soyez blessé, honnêtement, c'est faisable. Je l'ai fait. Il y en a plein qui le font. Et avant que ce soit vraiment très grave et que, je sais pas, que vous soyez blessé vraiment ou que voilà, faut partir. Faut pas rester. C'était un témoignage de Mariam, victime d'un pervers narcissique pendant plusieurs années. Elle a 2 enfants au jour d'aujourd'hui. Je la remercie pour s'être dévoilée à moi et à vous aussi. J'espère que ce message vous touchera. J'espère qu'il sera la cause de votre libération. En tout cas, on est là, on pense à vous et sachez que vous n'êtes pas toute seule. On répond à vos commentaires. Moi, je réponds à vos commentaires sans problème. Et en parallèle, je me mettrai en relation avec Mariam s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. S'il y a des filles qui...
Je vous mettrai, il y aura forcément un lien avec qui vous pourrez discuter avec elle parce que elle a été victime d'un pervers narcissique et moi non. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment la faire venir sur ma chaîne pour vraiment parler de ces mamans qui sont courageuses et qui vivent seules avec leurs enfants parce qu'elles ont été victimes d'un pervers narcissique. Et tout ça pour vous dire que malgré l'immensité du problème que vous vivez d'avoir des enfants, ben, c'est possible de partir. Elle l'a fait, elle s'est reconstruite et je peux vous dire qu'elle se sent heureuse au jour d'aujourd'hui, je le vois. Et que ben, peut-être la prochaine ce sera vous. En tout cas, je vous dis à bientôt. L'éclat de Soba S au service des mamans courage. Je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum. Mais en tout cas, je tenais à te remercier. Je trouve que tu fais un travail très 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 important pour nous les femmes. Merci. Et je trouve que c'est une femme extraordinaire, vraiment. Ah, machallah, c'est gentil. J'aime beaucoup le combat qu'elle a décidé de mener, donc je suis contente de faire partie de ta team, on va dire. Ouais, machallah, moi aussi je suis contente. Et je te remercie pour cette interview, j'espère que ça va aider beaucoup de mamans. Ouais, je l'espère aussi, j'en doute pas. Et puis, comme elle a dit, s'il y a des questions, s'il y a besoin même d'aide, je vous mettrai en relation avec elle. Honnêtement, ça ne me dérange pas, au contraire. Si je peux aider, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. À bientôt. À bientôt. Juste avant de partir les filles, je voulais juste vous faire un petit bonus d'un texte qu'elle a écrit 6 mois après être partie. Je vous laisse avec ces paroles. Première insulte, premier coup. Premier doute, la peur s'installe. L'envie de partir. Première excuse, première larme. On reste, on espère, on y croit. Deuxième insulte, deuxième coup, plus fort, plus violent. Premier bleu. Tout s'écroule. La honte, la peur, l'incompréhension. Deuxième excuse, c'est fini, je t'aime, je recommencerai plus. Manipulation. Si tu n'avais pas fait ci ou ça. Remise en question. Peut-être que culpabilité. Il a raison, c'est de ma faute. Dévalorisation, destruction de l'estime de soi. Rabaissement. Manque de confiance en soi. Un combat intensif s'engage. Troisième coup, un autre et encore un autre. Œil au beurre noir, fond de teint pour cacher. Isolement. Éloignement du monde extérieur. Des amis et la famille. Bourrage de crâne. Cercle vicieux. Et ça recommence. Deuxième œil, côte cassée, hématome. La culpabilité est plus forte. La peur immobilise. Un travail de pro. Tout est calculé. Chaque mot a son importance. Toujours bien placé. Dans un but toujours précis. Créer une dépendance. Et ça continue. Encore et encore, hôpital, médecin, radio, plainte. Mais rien ne change. Insulte, excuse, coup. Excuse, encore insulte, menace. Séparation, réconciliation, coup bleu. Jusqu'au jour où c'est tellement violent, on croit qu'on va mourir. Le déclic, plus jamais, c'est fini. On trouve la force de partir, de ne plus jamais revenir. On a gagné, ça y est, on l'a fait. Parole de Mariam.